Donc je ne vous représente pas donc Michel Chrétien. La première diapo situe voilà, ce qu'il a pu faire pour la natation française. Et je vais donc lui passer la parole immédiatement. Bien, bonjour à tous. Alors je ne vais pas trop m'approcher du micro. J'ai reçu un texto me disant éloigne-toi un peu parce que c'est un peu fort. Donc j'espère que le micro n'est pas trop fort, le son en tout cas. Donc oui, je vais essayer de vous parler un petit peu de planification. Et là encore, je réfléchissais avant mon intervention, et je me disais, il ne faudrait pas que je parte dans tous les sens. Et en fait, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de bien planifier mon intervention. Et je crois que justement, quand on parle de planification, pour moi, c'est un guide. En fait, c'est ce qui aide à structurer, peut-être pas ma pensée, mais en tout cas à structurer mon action au quotidien. Et sur une saison sportive ou sur plusieurs. Donc, en fait, la problématique pour moi, elle est justement d'essayer de mettre toutes les chances de notre côté. De notre côté, bon là aujourd'hui c'est Jérémy Stravius que j'ai mis en présentation parce que je pense que nos destins respectifs sont liés depuis un moment. Je ne sais pas si c'est le hasard de notre rencontre, mais en tout cas ça fait plus de 4 ans que ça dure. Voilà. Donc, pour essayer d'éclaircir le propos sur la planification, je vais faire un peu d'histoire, enfin, mon histoire. En fait, j'ai commencé à entraîner assez jeune, il n'y a pas longtemps, j'avais une vingtaine d'années. Et donc, c'était ma passion, j'avais toujours rêvé d'être entraîneur. J'ai eu un passé de nageur, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Donc, mon premier entraîneur, c'était Henri Wachter, pour ceux qui connaissent. Donc, il a entraîné. Voilà. Je veux dire que c'est peut-être ce qu'il a fait de mieux. Ah. Mais bon, il le sait, c'est une plaisanterie. Et après, j'ai croisé donc le cadre technique de l'époque qui était Claude Fauquet et qui m'a initié, qui m'a formé, qui m'a donné envie en tout cas d'entraîner. Ça devait être en moi, mais en tout cas il m'a permis de démarrer cette passion. Donc j'ai fait une formation classique. À l'époque c'était après le bac. Je voulais pas faire prof de PS. Bon, pour diverses raisons. Donc je ne vais pas me fâcher avec tout le monde aujourd'hui. Donc et en fait la voie de l'entraînement, c'était passer le maître nageur à l'époque et le BE1 et BE2. Et c'est ce que j'ai fait. Donc après une formation d'un an d'éducateur sportif, je me suis retrouvé dans un club de la région parisienne, à Beaumont-sur-Oise. Et je me suis retrouvé confronté à une problématique d'entraînement. C'est-à-dire que j'ai été formé pendant un an et quand je me suis retrouvé devant le groupe d'entraînement qui était constitué, le lundi c'était 10 fois 204 nages, le mardi c'était 10 fois 200 crawl et mercredi, c'était 5 fois 204 nages, 5 fois 200 crawl. Puis après, je reprenais 4 nages et crawl. Et là, je me suis dit, aïe, la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais leur faire faire? Et je me suis aperçu qu'en fait, je ne savais rien. En fait, je ne savais rien faire. Je savais beaucoup de choses. Mais en fait, dans ma pratique au quotidien, je ne savais rien faire. Donc, j'ai commencé à mettre, pour me sécuriser, justement, pour m'aider dans ma tâche, j'ai mis en œuvre au quotidien ce que j'avais appris dans ma formation. Et donc on était à l'époque très influencé, on en a parlé tout à l'heure, Monsieur Millet en a parlé sur les modèles. Et les modèles à l'époque c'était Platonov, Matveyev. Donc en fin de compte tout un panel de physiologistes russes essentiellement, qui en fin de compte nous avaient décrit l'entraînement comme un processus physiologique où il fallait en fait développer d'abord l'endurance, ensuite la résistance et ensuite un processus de vitesse. Donc moi ma planification elle était simple, de septembre à décembre je faisais de l'endurance, c'est-à-dire on nageait long, pas très intensif.
Ensuite, de janvier à avril, on faisait ce qu'on appelait de la résistance. Alors c'était le fartlek, c'était des séries intensives. Et puis ensuite, c'était la vitesse. Alors là, la vitesse, sur les 3 derniers mois, il fallait nager le plus vite possible, à une vitesse proche de celle qu'on attendait en compétition. Et puis, logiquement, une fois qu'on avait fait tout ça, ben, ça devait bien marcher. Alors le problème, c'est que généralement, ça ne marchait pas. Et que je me suis aperçu que les meilleures performances obtenues par les nageurs dont je m'occupais étaient réalisées au mois de décembre. Donc après un processus aéro. Et là, je me suis dit, tiens, il doit se passer quelque chose quand même, pour que ça marche au bout de 3 mois, et après les 6 mois suivants, ça ne marche plus, il faut absolument que je m'interroge. Donc, première réflexion, c'est-à-dire que j'ai essayé dans l'année de mettre en place, non pas uniquement toujours le même processus, mais en tout cas de ne pas être aussi tranché. Donc ensuite, la deuxième étape, ça a été, dans les années qui ont suivi ma formation d'entraîneur sur le terrain, ça a été de prendre en compte des notions de force, d'amplitude, d'efficacité propulsive, notion de rythme, notion de fréquence. Et là, j'ai commencé à changer non pas ma philosophie d'entraînement, mais en tout cas ma façon d'entraîner. Donc, mais là où je me suis un peu fourvoyé, c'est que je l'ai utilisé de la même façon, c'est-à-dire aussi systématique, c'est-à-dire, eh bien voilà, on fait pour la fréquence, c'est la fréquence gestuelle, c'est le rythme, il faut nager vite. Donc en fin de compte, j'ai utilisé des modèles qui n'étaient pas les miens justement, et qui, en fait, à un moment donné, m'ont forcément limité. Donc la troisième étape, ça a pris du temps hein, quand même, parce que j'ai commencé à entraîner en 77, enfin 78, et là on est quand même à la fin. Donc dans les années 90, où en fait, je me suis dit qu'il y avait un modèle qui devait m'être personnel. Alors il fallait que je m'éloigne non pas de tout ce que j'avais appris, mais dans la volonté d'imiter des modèles qui fonctionnaient avec d'autres. Donc ma démarche est la suivante, c'est que j'ai pris comme modèle uniquement la performance. C'est-à-dire, on s'entraîne pour quoi? On s'entraîne pour performer. Et la performance, quelle est-elle? Est-ce que c'est uniquement nager vite à l'entraînement, être le meilleur à l'entraînement, faire beaucoup de kilomètres, s'entraîner plus que les autres, et ça c'est être performant? Ou est-ce que la performance c'était quoi la performance? Alors il a fallu qu'on l'identifie. Je me suis aperçu que ma recherche s'est faite vers le haut niveau, c'est-à-dire vers le record du monde, le record d'Europe, le record de France, et ce dans toutes les épreuves, et par catégorie d'âge aussi. C'est-à-dire qu'il fallait, pour baliser mon terrain, il fallait que je sois capable d'identifier la performance à certains moments. Donc, après cibler cet objectif à atteindre, je me suis donné une politique de moyens. Alors, les moyens, quels sont-ils? Eh bien, c'est à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors, à court terme, ça va être... C'était dans la planification annuelle de réaliser la performance à un moment donné, puisque performer c'est bien, mais il ne faut pas le faire le lendemain du jour de la qualification ou la veille. Donc il y a des moments bien précis où on doit performer. Donc court terme la saison, moyen terme sur 2 saisons, ou alors une catégorie d'âge. Ça peut être... je performe quand je suis minime, je performe quand je suis cadet. Donc c'est qu'une étape, c'est du moyen terme. Et le long terme, c'est je veux aller au championnat d'Europe, je vais aller au championnat du monde, je vais aller aux Jeux Olympiques. Et là, il va falloir que je réalise la performance. Et après, dans ce niveau de performance, si je veux être le meilleur, il faut que je fasse quelque chose qui soit vraiment unique. Donc voilà les problématiques que je me suis posées. Le modèle de performance, il est identifié parce que au niveau de la fédération, on a des moyens. Ici, il y a l'équipe technique avec nous. Donc je vais vous donner un exemple
de modélisation de perf. Bon, mon ordi, il fallait pas me changer le truc. Hein. Hop, je passe. Voilà. Donc bon, ça c'est par exemple au championnat d'Europe. Un modèle de performance à atteindre, bon, il est fini, donc voilà. Mais nous, quand on a construit un 100 mètres d'eau avec Jérémy, puisque c'est lui dont je vais me servir le plus souvent pour étayer mon propos, je me suis aperçu que, eh bien, contrairement à ce que je faisais depuis le début de ma carrière d'entraîneur, il y avait plein de problèmes à résoudre, autres que les problèmes physiologiques. Donc, il y avait ces notions de temps de réaction, le temps d'envol, la distance de la coulée, donc le départ, les virages, la vitesse moyenne par 25 mètres, le nombre de coups de bras que je vais mettre pendant chaque séquence de 50 mètres ou de 25 mètres. Donc en fait, voilà la modélisation de la performance, voilà ce qui m'a aidé à construire mon système d'entraînement. Et non pas un empilement de séquences de travail qui devait nécessairement déboucher sur la performance. Le modèle qu'on m'avait donné traditionnellement, c'était la charge d'entraînement passe dans un caisson, là, et dans ce caisson, en fin de compte, il y a une grosse transformation entre l'alternance de la fatigue, donc, qui était les points négatifs, et puis l'adaptation, où en fin de compte, je ressortais plus fort, et là, c'était le point positif. Donc en fin de compte, il y a un mouvement perpétuel entre le plus et le moins qui, à un moment donné, doit donner la performance. Bon, en fait, je n'ai pas renié ce système parce qu'il y a un processus de transformation dans ce caisson qui est énorme, mais c'était de définir la charge d'entraînement, c'est quoi? Donc en fait, c'est venir s'entraîner le plus souvent possible à réaliser des exercices ou des situations qui vont me faire progresser à l'intérieur de mon 100 mètres, ou mon 200 mètres, ou mon 1500 mètres, peu importe de toute façon l'épreuve choisie. Le tout, c'est d'avoir cette organisation et de déceler les points forts, les points faibles, tout ce qui est particulier à l'épreuve choisie. Donc voilà, je me suis posé cette question sur la modélisation de la performance, puis ensuite sur les moyens d'entraînement. Alors les moyens d'entraînement, eh bien pour moi j'ai des principes, c'est-à-dire que on parlait tout à l'heure encore, je fais un aller-retour à la physio parce que ça m'intéresse, parce que j'ai été formé, c'était ma première formation, donc on ne peut pas l'oublier comme ça, mais en tout cas il y a plein de choses à développer dans l'entraînement, c'est-à-dire, bon, alors mes principes c'est j'ai beau être costaud physiquement, j'ai beau avoir une caisse énorme, j'ai beau avoir une VO2 énorme, si quand je nage à 100 mètres ça me coûte énormément, je vais pas au bout. Donc en fin de compte, moi mon problème c'est comment nager vite en faisant en sorte que ça coûte le moins possible. Donc c'est pas la peine de développer des paramètres énormes, aller très très haut si en fait on ne sait pas s'en servir. Donc c'est diminuer, donc c'est se construire dans l'eau, diminuer les résistances à l'avancement, se profiler le mieux possible. Ensuite c'est essayer d'être fort, alors avoir de la force. On sait que dans l'eau, le moyen de locomotion est essentiellement, la propulsion est essentiellement axée, enfin utilisée, enfin réalisée grâce aux bras. Donc en fait c'est augmenter la force propulsive. Donc comment rendre un nageur fort à chaque coup de pelle. Et puis quand je dis essayer d'avoir le moins de résistance possible à l'avancement, c'est se construire dans l'eau. Donc il est sûr que un hors-bord ça va plus vite qu'une péniche, donc on va essayer de se profiler, se construire. Bon c'est tous des exercices de musculation hors de l'eau, essayer de se gainer, être très solide, voilà. Et puis également essayer d'avoir les meilleures coordinations possibles. Donc parce que c'est beau aussi de développer une qualité, mais s'il n'y a pas une interaction entre elles, eh bien on n'arrive pas au but. Donc voilà ce que je planifie dans l'année. J'ai mes principes, j'ai une idée de la performance à réaliser, et puis
Donc je le mets en œuvre tout au long de l'année en essayant de ne pas faire n'importe quoi. Et puis il y a également ça c'est moi, mais il y a l'athlète que j'ai en face de moi, c'est-à-dire quand je planifie, c'est pas je tout seul, on est une équipe qui va en fait s'organiser. Je crois que c'est ça aussi le terme, c'est s'organiser pour atteindre le but qu'on s'est fixé. Donc il faut adhérer complètement à ce qu'on va proposer. Donc tout bêtement, le nombre d'entraînements, le nombre de jours de repos, la durée des entraînements, la conciliation entre la formation individuelle, enfin universitaire, scolaire ou autre, le projet de vie, c'est-à-dire l'athlète doit vivre, il a une vie et l'entraînement fait partie de sa vie, mais il faut bien prendre en considération, en fin de compte, sa disponibilité à l'entraînement. J'ai beau avoir le modèle, une idée dans ma tête, si on n'adhère pas, c'est impossible. Donc là, on voit que le modèle, il se construit ensemble. Et donc, l'idée que j'en avais, eh bien, n'est plus forcément... Enfin, c'est toujours que l'idée, la représentation que j'en ai. Mais en tout cas, le résultat, c'est pas moi, c'est la discussion qu'on a entamée avec l'athlète ou le groupe d'athlètes. Puisque sur Amiens, j'entraîne 8 nageurs. C'est 8 cas particuliers. Mais en fin de compte, on essaie d'avoir un fil conducteur qui soit commun à tous. Sans ça, on ne s'en sort pas. Donc voilà, il y a cette négociation, parce que je crois que le terme, il est là, c'est négocier un petit peu, c'est déjà convaincre, et puis convaincre en négociant, c'est-à-dire en essayant de s'adapter au mieux. Et puis ensuite, il y a, dans cette planification des actions en accord avec l'athlète, il y a la constitution d'une équipe. Parce que seul, je ne peux pas, je disais, il ne faut pas s'égarer, il ne faut pas faire n'importe quoi. Eh bien, c'est pour aller vers le but, il faut s'entourer d'une équipe et la manager. Donc ça aussi, c'est comment, après plusieurs années d'entraînement, j'en suis arrivé à non plus coacher uniquement un groupe de nageurs, mais une équipe autour des nageurs. Bah, ça va être le kiné, ça va être le médecin, ça va être le coordonnateur scolaire, ça va être l'ostéo, ça va être de temps en temps la psychologue. On ne fait pas de préparation mentale, mais il y a une aide à la décision, il y a une aide aux difficultés rencontrées dans l'entraînement. Donc de temps en temps, il est bon de pouvoir en parler, s'exprimer. Donc ça aussi, c'est pas un modèle. On dit oui, ça fait partie de la performance, mais il faut le mettre en œuvre, il faut le penser, et puis après, il faut le vivre. Donc la planification des actions, c'est justement de dire ben, le médecin, c'est X fois par mois, le kiné, c'est X fois par semaine, l'ostéo, c'est X fois ou à la demande. Et donc, ça aussi, dans le temps, il faut l'organiser. Donc, moi, j'ai trouvé le système, je le fais la semaine et je vous en parlerai un peu plus loin. Donc, voilà aussi, quand je construis, quand j'écris, la planification, ces grands moments, avant de rentrer dans le détail, il faut bien que j'ai toutes ces problématiques à l'esprit parce qu'elles font partie justement de la réussite. Donc, je me suis un peu fourvoyé. Donc je vais revenir un petit peu sur mes principes. Donc voilà, hein, il n'y a rien de très original. J'ai essayé de mettre voilà, en vrac tout ce qu'il fallait que je travaille, la capacité aérobie, la puissance anaérobie, l'endurance, l'optimisation fréquence-amplitude, la musculation à sec, la souplesse également. Il est sûr qu'un nageur qui n'a pas la souplesse, je ne suis pas en train de parler de gymnaste, hein, je suis en train de parler de la souplesse utile à un nageur. Le renforcement musculaire dans l'eau, les notions de départ et de virage. On est allé très loin dans ce secteur parce qu'il n'était pas encore... il était travaillé, mais justement en observant Stravius fonctionner un jour, je me suis posé le problème
des départs et des virages parce qu'il ne fonctionnait pas comme les autres. Et il allait beaucoup plus vite que les autres sous l'eau. Bon, donc il me faisait penser à un modèle qui était Michael Phelps, qui avait des grandes parties, enfin il revient, donc je vais parler de lui au présent, donc qui a des grandes parties non nagées, enfin ce qu'on appelle non nagées, ce qui n'est pas visible, donc en fait aquatique très rapide, et il est né à l'épreuve de la distance, et je l'avais travaillé, enfin j'avais essayé de le travailler avec d'autres nageurs, et je me suis aperçu que ça passait pas, enfin bon, ça passe pas. Et donc lui, il m'offrait comme ça, il avait trouvé la solution. Donc on a discuté, on a essayé de savoir comment, pourquoi il y arrivait, et puis là-dessus essayer d'optimiser cette qualité qu'il avait en lui. Bon, je vais vous dire, lui, il l'a trouvé très simplement. Il était un jour à l'entraînement et il était en série contre un autre nageur. Et il nageait moins vite que lui. Et par contre, il s'est aperçu qu'après chaque virage, il revenait sur lui. Alors, ça lui permettait de terminer chaque série en même temps que lui ou le battre. Voilà. Donc, il a répété, répété, répété. C'était le seul moyen qu'il avait trouvé. Et donc, à force de le répéter, bien entendu, il est devenu meilleur. La préparation mentale, on n'a pas de coach, on n'a pas de préparateur mental. Je crois que le meilleur préparateur mental, c'est le coach, puisqu'on est en relation en permanence avec l'athlète. C'est celui qu'on connaît le mieux. Voilà, il y a le petit truc à dire. Enfin bon, au moment de la compétition, mais aussi le petit truc à dire tous les jours à l'entraînement. Bonjour, ça va? Non, ça va pas. Alors là, ça y est, ça va pas. Il va falloir trouver quelque chose. Donc ça aussi, ça fait partie quand on connaît les athlètes dans la semaine, eh bien, il y a des moments où on doit discuter avec eux, on doit repérer des attitudes, enfin bref. Donc ça, c'est le coach. Alors après, se faire aider, hein, la psy aide le nageur, mais moi également. C'est-à-dire que quand j'ai des difficultés, je suis aidé. Et la nutrition, bon, voilà, c'est pareil. Comment préparer une compétition, comment se nourrir dans l'année, dans la semaine, quand il y a un entraînement intensif, quand on part en stage, quand on est en compétition. Ça aussi, c'est planifié dans le temps, donc sur la saison sportive. Donc je vous parlais de ma conception technique. Donc amplitude motrice. Donc pour moi, c'est une force élevée à chaque coup de bras. Alors comment il va falloir le travailler dans l'année? Est-ce que c'est des moments particuliers? Est-ce que c'est tout le temps? Donc j'y reviendrai après. La coordination motrice, donc une vitesse élevée, qu'on maintient le plus longtemps possible. Donc en fin de compte, c'est à l'épreuve de la vitesse. On essaie de nager le plus vite possible en ayant la meilleure coordination possible. L'endurance motrice, c'est nager longtemps à la plus grande vitesse possible. Voilà. Alors je vous dis toujours la plus grande vitesse possible parce que c'est pareil, il ne faut pas se tromper d'objectif. Nous, ce qu'on veut, c'est nager vite, c'est pas apprendre à nager lentement. Il y a des séquences, bien sûr, des temps forts, des temps faibles. Il y a des moments où il y a peu d'intensité. Il n'empêche que je suis toujours sur une démarche à objectif. La condition physique, donc pour moi, c'est accroître sa force, c'est améliorer sa maîtrise posturale. Donc dans l'eau, je vous disais, vous savez qu'en natation, on est toujours soumis à des contraintes. Bon, l'équilibre général dans l'eau, mais en plus la respiration. Si on pouvait se passer de respirer dans l'eau, on s'en porterait beaucoup mieux. Mais il n'empêche que, voilà, en pape, en crawl, en dos, c'est peut-être le moins problématique, en tout cas sur l'équilibre général du corps. Et donc en crawl, pape, brasse, ces temps inspiratoires sont énormément déséquilibrateurs et donc il faut essayer, comme je disais au début de mon propos, avoir le corps qui offre le moins de résistance possible à l'avancement, et ça, il faut l'être gainé, et c'est tout le temps. Et donc posséder une bonne condition physique générale tout au long de l'année, oui, ça veut dire que cette bonne condition physique, elle n'est valable que si on récupère. C'est pas on travaille. Travailler, c'est une chose, mais pour travailler, il faut savoir récupérer. Donc en fin de compte, il faut savoir ne rien faire, et c'est pas évident.
Donc ça veut dire que quand il y a des temps faibles, eh bien, il faut essayer d'emmagasiner un maximum d'énergie pour à nouveau être performant et à l'entraînement et en compétition. Donc voilà une séquence je planifie mes actions sur une saison sportive. Là, c'était la saison 2012-2013, où on avait comme objectif les championnats du monde à Barcelone. Mais pour ces championnats du monde, il fallait se qualifier au mois d'avril au championnat de France pour cette épreuve. Donc quand je disais que la performance à atteindre, il y a le niveau bien entendu de performance, mais c'est pas à n'importe quel moment. Donc on nous demandait, même si c'est facile quand on est loin devant, on est au-dessus déjà des attentes du sélectionneur. Si on nage plus vite que le temps demandé, c'est beaucoup plus rassurant, mais pour d'autres nageurs, en tout cas, il faut réaliser la performance ce jour-là, et peut-être la performance qu'on n'a jamais réalisée. Donc, c'est une organisation de semaine qui, en fait, nous a quand même coûté, parce qu'elle a un coût, 47 semaines sur l'année, avec en temps de repos, on a pris 2 semaines. On a pris 3 semaines, pardon. 3 semaines de vacances. Donc, ce qui veut dire que sur 47 semaines d'entraînement, enfin sur 47 semaines, il y a eu 44 semaines de travail. Donc 44 semaines, ça veut dire qu'on ne doit pas s'essouffler, il faut aussi qu'il y ait la motivation en permanence. Donc il faut qu'il y ait du sens tous les jours quand on pousse la porte, et il faut bien qu'on ait un repère, quelque chose qui nous fasse rêver. Et donc si je pense qu'une organisation d'entraînement, c'est pareil, très poussée en début de saison, très intensive, enfin bref, mène à la perte, parce qu'on est très vite, on est épuisé et on perd le fil, on perd l'objectif qu'on s'était fixé. Ça aussi, je crois qu'il faut qu'il y ait une alternance entre ces moments de travail, ces moments de repos, qui font qu'on va voyager, entre guillemets, le plus longtemps possible. Voilà, donc on a des périodes. Donc pour moi, je suis content parce que il est toujours aussi difficile d'expliquer rationnellement ce qu'on fait intuitivement. Et je crois que ce qui caractérise l'entraîneur à un moment donné, c'est l'intuition. Et par expérience, je me suis aperçu que travailler au-delà sur des blocs, donc de développement au-delà de 6 semaines, ça devenait inintéressant et les nageurs s'épuisaient. Donc je me suis dit que sur 6 semaines de travail, on pouvait très bien envisager 2 fois 3 semaines, je reproduisais donc 2 fois, et qu'à la fin de ces 3 semaines, il y avait une séance test où j'évalue les progrès accomplis par le nageur. Alors, la séance test, c'est ou la compétition, je pense que c'est la meilleure évaluation possible. Et puis aussi les tests d'entraînement. Alors les tests d'entraînement, c'est pareil, j'ai pas de modèle de test. Je les avais utilisés et après je me suis aperçu que les nageurs disaient « Ah, alors la semaine prochaine, on a le droit au... alors donc toute la semaine, ils se préparaient au test. Je me suis aperçu également que si il y avait cet imprévu, donc le test pour moi, j'ai une idée. Alors tout dépend de ce que je veux y voir, hein. Ça peut être 1,50 mètres, ça peut être 10 fois 50 mètres, ça peut être 30 fois 100. Il y a plein en fin de compte, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Et dans la réalisation du test, eh bien, pour moi, c'est un indicateur sur les 3 semaines suivantes. C'est-à-dire que mon modèle d'entraînement, ma façon de fonctionner, me donne toute liberté pour, à un moment donné, réagir. Il faut qu'on soit en permanence capable d'adapter l'entraînement du jour au lendemain, parce que il s'est passé un truc, une fatigue, on parle de charge interne, charge externe, enfin donc la charge externe, c'est ce que je vais donner 15 fois 100, je vais dire tiens aujourd'hui 15 fois 100, pour lui il va se balader à 1,5 d'allure, à départ 1,15, à 140 de pulsation, et ce jour-là
il va faire une 5 d'allure à 180 pulsations et il aura du mal à tenir les départs. Donc ça sera la charge interne, la réaction de l'athlète. Et donc si le lendemain j'avais prévu une séance un peu plus costaud, je me dis il la passera jamais, quoi. Donc il faut que je sois en permanence interactif avec les ou le nageur que j'entraîne. Donc pour ça, il faut que j'ai de la souplesse. Si j'ai pas de souplesse, si je me dis lundi aéro, mardi matin telle dominante, mardi après-midi et ainsi de suite, je ne peux pas m'en sortir. Il faut quand même que j'ai un fil conducteur. Sans ça, c'est pareil, je vais partir dans n'importe quoi. Il faut contraindre, mais il faut à tout moment être réactif. Donc je me suis construit un modèle qui est le même toute l'année. Alors toute l'année, on s'entraîne de la même façon. Enfin non, on ne s'entraîne pas de la même façon. On a toujours les mêmes thèmes. Mais je me suis aperçu que c'est tellement un thème, il est tellement variable que le lundi matin, pour moi, voilà, le thème crawl 4 nage, la séance de muscu derrière. Donc je sais que ma séance de crawl 4 nage le matin, quand il y a une séance de musculation d'1h30 derrière, bon voilà, elle va être facile, on va reprendre techniquement le processus d'entraînement facilement, enfin, en revenant sur des points qui ne fatiguent pas, qui n'usent pas le nageur. Et puis le lundi après-midi, voilà, bon, l'entraînement, les soins kinés. Le mardi matin et le jeudi matin, on fait SP et c'est tout ce qui est force de propulsion. Bon voilà, donc ces 2 matins-là, je ne fais pas la même chose, mais en tout cas, l'objectif est le même. Augmenter la force de propulsion pour les nageurs. Par contre, l'après-midi, je développe, toutes les semaines, je fais un processus d'endurance. C'est-à-dire que le mardi après-midi et le jeudi après-midi, ils nagent long. Ils font 7000, entre 7000 et 7005. Et uniquement en crawl. Alors pourquoi en crawl? Parce que on peut nager longtemps. Ça peut ne pas coûter. Donc on peut rester, si techniquement on n'est pas très fort, en tout cas je vous disais que j'avais un groupe à m'occuper, je me suis aperçu que ce qui coûtait le moins en général pour le groupe, c'était nager en crawl. Donc c'est pour ça que cette séance aéro, elle est proposée en crawl. Ensuite, quand on revient sur crawl SP, vers la fin de la semaine, pour terminer samedi en SP, on est en évaluation. Tous les samedis, je fais une séance d'évaluation avec pas l'objectif, mais en tout cas, au bout des 3 semaines, eh bien, ça sera vraiment le test. Mais tous les samedis, j'essaie de vérifier les transformations, enfin le début de transformation, ou tout au moins, est-ce que les leçons qui ont été diffusées ont été apprises? Est-ce qu'ils sont capables de mettre en œuvre le samedi matin? Tout bête, hein, sur la respi, si pendant X fois en PAP on a demandé de faire respi 2, donc une inspi tous les 2 coups de bras, je vais proposer, qu'on a travaillé ce thème toute la semaine avec un nageur, eh bien on va le mettre en application le samedi matin sur X fois ou 50 ou 100 mètres, enfin bref, avec des situations variées, mais qui vont nous permettre d'évaluer les progrès, ou tout au moins est-ce que le nageur a bien capté ce que j'avais envie d'obtenir avec lui. Voilà, donc, et ce qui est de ce thème, alors, bon, il y a la boxe le mercredi après-midi, c'est pareil, on fait toute l'année. Donc pourquoi en fait, j'étais allé faire un stage en Australie, et les nageurs faisaient boxe une fois par semaine, puis j'avais trouvé ça très intéressant. Alors, ils s'amusaient, ils travaillaient, ils se faisaient mal, enfin ils étaient agressifs, mais la bonne agressivité, donc certains se transformer n'étaient pas les mêmes. Par contre, d'autres ont retrouvé leurs caractéristiques dans l'assaut, enfin, et je me suis aperçu que ça pouvait être un bon moyen, plusieurs orientations, donc au niveau de la compétition, renforcer la confiance en soi, l'agressivité vis-à-vis de l'adversaire, enfin bref. Et donc ça c'était un bon moyen. En plus c'était pas de la boxe en salle, enfin
c'est pas de la danse, hein, ils avaient un vrai prof de boxe qui avait du mal à parler parce qu'il a plus de dents, enfin bref. Mais donc ils ont fait de la... Et donc il était tellement passionné que maintenant il s'entraîne dans une salle et c'est pas anodin, sur un ring, dans une situation sur laquelle on peut pas s'échapper, quoi. Donc sauf le vélo, enfin. Et donc voilà, quand ils en sortent, ils sont très excités. Donc il y a eu beaucoup de stress. Donc j'ai trouvé que ce moyen était adéquat, en plus sur la vitesse d'exécution des bras. Donc quand on parle de notion de fréquence, il faut faire des actions répétées, donner des coups très vite, très coordonnés, avec bras, jambes, le regard, enfin. Et situation dans l'espace. Et j'ai trouvé que ça, c'était un moyen ludique, entre guillemets, quand ils reviennent, et pour progresser. Et puis, j'avais 3 séances de musculation par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Et la séance du mercredi, elle passait vraiment pas parce que ils étaient cuits, enfin fatigués. Et il fallait se représenter à nouveau le travail jusqu'au samedi matin. Donc là, c'est une façon détournée de continuer à travailler, mais voilà, en s'échappant un peu et de façon à entretenir la motivation. Donc voilà, après, on a un préparateur physique qui travaille avec nous sur la musculation. Ça décharge bien l'entraîneur. Et aussi, c'est pareil, une des composantes à prendre en compte, c'est que on ne peut pas tout faire et qu'on a tendance à, quand on fait le travail de musculation, à imiter ce qu'on veut voir dans l'eau, alors que le préparateur physique, lui, a sa vision bien spécifique. Et quand moi, en début d'année, je lui dis voilà tel groupe musculaire que j'aimerais développer, enfin tout au moins renforcer, parce que c'est utile à la nage, parce que c'est utile à la spécialité qu'il a choisie, parce que je le connais depuis X temps et ses faiblesses sont là, ou ses points forts sont là, il faudrait encore le rendre plus fort. Bon voilà, lui il intègre tout ça et après il met en œuvre, il planifie ses actions sur l'année en accord avec moi-même, sur l'orientation qu'il va donner au programme de musculation. Bien que là-dessus, moi j'ai non pas des a priori, mais j'ai une conception, c'est que les nageurs sont confrontés à faire de l'endurance de force dans l'eau le plus souvent possible, et qu'en musculation, il n'est pas nécessaire d'en rajouter. Donc on a pris comme objectif de développer la force, uniquement la force explo, en dehors de l'eau, et peut-être un transfert, je ne sais pas s'il y a transfert, mais en tout cas, c'est les rendre plus solides, plus efficaces, dans l'eau. Et nous, notre sport s'apparente quand même plus à un type d'endurance de force plutôt que de la force explosive. Bien sûr, des séries de 10 mètres ou 15 mètres, ça existe, hein, bien sûr, les départs. Il n'empêche qu'on est quand même souvent confronté à ce mode de travail. Et puis également, la séance de musculation détruit, je veux pas beaucoup de fibres, enfin bref, elle épuise le nageur, et il faut que techniquement on préserve ce capital. Et si on rend rien de tel pour rendre un nageur inefficace que de le fatiguer musculairement, et on est quand même un sport technique. Il s'explique par la physiologie, enfin il y a des principes d'entraînement à défendre. Il faut respecter l'individu, et puis si on veut développer, si on veut le rendre meilleur, effectivement il faut passer par ces étapes, mais il n'empêche que si on ne sait pas nager, voilà, bon, je ne sais pas s'il y a des haltérophiles dans la salle, mais bon, dans l'eau, ça va pas vite, quoi. Enfin, donc c'est un sport qui nécessite beaucoup d'habileté et spécifique. Donc en fait, il faut pas, je ne perds pas ce fil conducteur. Voilà, que dire d'autre? Donc beaucoup de choses. Mais donc eux aussi, c'est pareil, ils s'organisent. Quand on connaît je me rappelle, c'était dans ma formation, j'avais rencontré un jour un entraîneur qui écrivait ses entraînements au tableau, et puis moi à l'époque je les écrivais pas, et il me dit écoute, quand tu vas au resto, tu regardes la carte, tu regardes le menu, tu regardes le plat principal et tu regardes le dessert, et donc généralement tu organises ton appétit, tu l'organises en fonction des plats qui te sont proposés, donc tes choix. Et donc moi je me suis aperçu aussi que offrir aux nageurs voilà, la carte, le menu de la semaine, c'était aussi avoir cette représentation du travail à effectuer, les attentes qu'on avait dans la semaine, et sur des points bien principaux où on allait
travailler dur, il y en a d'autres où ça va être plus technique. Donc je pense que ça aussi, c'est participer à l'entraînement et s'auto-organiser dans la semaine à travers quelque chose qui est simple. Les surprendre, c'est bien, c'est dans le contenu des séances, mais par contre, dans l'organisation, voilà, je pense que ça les sécurise, surtout moi, je crois. Mais en tout cas, ça organise bien le travail. Donc ils sont au courant de ce qu'on va faire dans la semaine, ils sont au courant de l'objectif à atteindre, parce que s'ils ne l'étaient pas, eh bien justement, je crois qu'on serait toujours en discordance, quoi. Enfin, on l'est. Pas souvent, mais on l'est quand même, en tout cas. Donc parce que il faut contraindre les gens à adhérer, hein, comme je disais au début de mon intervention. On a une idée de ce qui doit être, on va l'aborder, mais en fait, il faut qu'elle soit partagée et le nageur a le droit d'avoir des doutes et de se demander s'il est bien parti dans la bonne direction, en tout cas pour performer. Voilà, je crois que je vais arrêter mon propos parce que je pourrais parler des heures et des heures, mais je pense qu'on peut peut-être laisser un temps d'échange et de questions, si vous en avez.